21h30. Aux armes! Aux armes! Les tirailleurs se précipitent aux murettes. Les dissidents se sont rassemblés face à notre front sud. Aucun n'a fui. Dans le camp, le silence est absolu. Mais l'énervement est sensible. Qu'on en finisse! Tout à coup, les femmes poussent des cris effrayants, des you-you dont le rythme se précipite. On entend « À mort, chien, on vous tient !» et ils s'élancent. Notre réplique est brutale, intense, immédiate. Grenades, mortiers, mitrailleuses, tout part à la fois. Nous sommes au milieu d'un feu d'artifice. Au matin, nous avons repoussé 2 assauts. Les officiers fouillent le terrain à la jumelle. Personne. Le lieutenant Barou revient de reconnaissance. « Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ça, c'est du beau travail, mon commandant. Il y a du sang partout. » À chaque pas, des flaques de sang sur les pierres, sur les feuilles, sur la terre où elles font des taches noires. On dirait qu'on a saigné des bœufs. Un chapelet nage au milieu du sang. Un véritable ruisselet noir part de là et coule dans les rochers. Plus loin, un morceau de crâne est plaqué contre un arbre. Mais pas un cadavre, pas un blessé. À la faveur de la nuit, les dissidents les ont tous enlevés. On suit la trace sur le sentier qui descend, le passage des blessés et des morts. Pour ceux qui en douteraient, la colonisation du Maroc par la France au début du XXe siècle ne fut pas du beau travail. Elle fut impitoyable. Et lorsque la conquête des âmes et des cœurs chers à Lyautey se fut heurtée à un mur résolument hostile, c'est avec l'armée d'Afrique et par la force des armes que le protectorat parvint à asseoir son autorité et imposer la dite pacification. En fait, une guerre sans pitié contre des résistants qui refusaient d'être pacifiés. On va les affubler de tous les noms, dissidents, pillards, salopards, fanatiques. La conquête sera très longue, pas moins de 22 ans, et très difficile. 30 à 40 000 morts côté français et Marzenne, l'état central marocain. 5 à 10 fois plus chez les résistants. Les combats furent aussi acharnés que désespérés. Mais curieusement, et c'est là où je veux en venir, des pans entiers de cette histoire héroïque sont maintenant passés au Maroc totalement sous silence. Un des combats les plus fameux, engagé au sud dans le massif du Sahara, par une poignée d'irréductibles, maintenant presque oubliés, fut proprement épique. C'était en 1933. 1933, en plein hiver. Ces combats, qu'on qualifie d'asymétriques, opposèrent d'un côté le Marzenne français, 60 000 hommes de troupes puissamment armés, et de l'autre, 1 millier de familles retranchées dans des gebels imprenables et résistant 3 mois durant à un déluge de feu. L'idée m'est donc venue d'aller voir sur place, 80 ans après, le théâtre des opérations. Mais profitons du voyage pour rappeler le contexte historique. Au tournant du XIXe siècle, le Maroc vit une période troublée sur fond de crise dynastique qui aiguise les appétits des puissances étrangères. L'acte d'Algésiras de 1906 marque la fin de l'indépendance de l'Empire chérifien et le début de la pénétration militaire espagnole et française. Les Français débarquent à Casablanca au prétexte de protéger leurs ressortissants et restaurer la sécurité. Et ce avec un corps expéditionnaire de quelques milliers d'hommes, bataillons coloniaux, tirailleurs algériens, spahis, 4000 en 1908, 8000 en 1911. Le sultan Moulay Hafid, sans ressources et dans l'incapacité de se payer une armée solide, est de plus en plus isolé. Contraint et forcé, il signe alors le traité du protectorat en 1912 qui ouvre le Maroc à la colonisation. Mais, accusé par la population d'avoir vendu le pays aux Roumi, les chrétiens, il abdique. Remplacé par son frère Moulay Youssef, qu'on installe à Rabat, sans réel pouvoir. On lui laisse les affaires religieuses. C'est le protectorat, très protecteur. Ainsi légalisée aux yeux de la communauté internationale, cette conquête coloniale, appelée aimablement la pacification, se fait au nom du sultan afin de l'aider, dit-on, à asseoir son autorité sur l'ensemble de son empire. Le Maroc des villes et des plaines est facilement conquis, les grands caïds sont vite gagnés à la cause, et on utilise les tribus soumises contre celles qui ne le sont pas en mettant à profit les rivalités de clans. Dès 1918, tout ce qui est rose ou rouge sur la carte est déjà conquis. Mais pour le reste du pays, c'est une autre histoire. La résistance se durcit dans les campagnes, notamment dans les montagnes et les régions arides habitées par des tribus turbulentes, farouchement jalouses de leur liberté, souvent en dissidence, c'est le fameux Bled Siba.
L'armée d'Afrique est alors jetée dans la bataille. Elle est au début surtout constituée de troupes dites régulières, composées d'unités étrangères, menées par des officiers français, auxquels s'ajoutent progressivement de nombreuses forces supplétives, composées de recrues marocaines, pour compter un total de 50 000 hommes en 1912 et près de 400 000 pendant la guerre du Rif 10 ans plus tard. Qui sont donc ces nombreux supplétifs marocains? Commandés par des officiers français des affaires indigènes, ce sont des contingents de Morazni, les troupes du sultan, ainsi que des goumiers et des partisans recrutés pour les opérations. Un goum est composé de 150 à 200 goumiers, à pied ou à cheval, qui ne servent que dans les contrées où ils ont été recrutés. Ces guerriers à la djellaba de laine, comme on les appelle, s'engagent en général sans état d'âme, ayant une vague idée de ce qu'est l'identité marocaine. Mais ils se battent sous commandement français pour le compte du sultan. En vérité, ils aiment certes le baroud, la bagarre, et ce sont des guerriers nés. Mais ils sont d'abord motivés par le gain, car en signant pour un an, ils touchent une prime modeste, et bien que devant assurer leur propre subsistance, ils profitent du butin, la razzia, en fin de combat, c'est-à-dire les troupeaux, les montures et les pauvres dépouilles des vaincus laissés sur le champ de bataille. Au poste, le goumier construit sa keshla, et il peut y vivre en famille. En opération, ils connaissent remarquablement le terrain et sont chargés de conquérir le territoire, tandis que les troupes régulières, zouaves, spahis, légions, tirailleurs algériens, viennent derrière l'occuper dans un second temps. Les goums sont ainsi très vite considérés comme des corps d'élite, très sûrs, dont les officiers des affaires indigènes qui les commandent font l'éloge, mais très exposés, ils subissent de lourdes pertes. Les partisans, quant à eux, sont recrutés à chaud et sur place, pour une opération précise qui jette en première ligne ces nouvelles recrues. Rapidement équipés, fusils à baïonnettes, ils se battent